Une petite fille fait irruption à l'hôpital en criant « Sauvez mon nouveau-né ». Le médecin appelle frénétiquement le 911. Avant de nous plonger dans ce récit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où vous nous suivez. Bonne lecture. Les portes des urgences de l'hôpital communautaire de Maplewood s'ouvrirent en grand en cette soirée orageuse de mardi, laissant entrer une bourrasque de vent et de pluie, et une petite silhouette trempée à laquelle personne ne s'attendait. Emma Carter, 6 ans, se tenait là, frissonnante, ses cheveux bruns collés à son visage pâle, ses vêtements trempés. Mais ce n'était pas son apparence qui choquait le personnel de nuit. C'était ce qu'elle portait, un nouveau-né enveloppé dans une courte pointe en patchwork, protégé de la pluie par le corps d'Emma elle-même. « S'il vous plaît, halta-t-elle, sa voix stable malgré ses membres tremblants. Mon frère a besoin d'aide. Il ne prend pas son biberon depuis ce matin. » Le docteur Sarah Reynolds, qui remplissait des dossiers au poste des infirmières, laissa tomber son stylo et se précipita. Le contraste était saisissant, cette petite fille aux yeux déterminés tenant un nourrisson de quelques jours comme s'il s'agissait de la cargaison la plus précieuse au monde. « J'ai promis que je ne le laisserai jamais seul. »« Jamais », murmura Emma en permettant à contre-cœur au médecin de prendre le bébé. Le docteur Reynolds évalua rapidement la situation. « Le bébé est déshydraté », dit-elle à l'infirmière, puis se tourna vers Emma. « Comment es-tu arrivée ici, ma chérie ?»« J'ai marché », répondit simplement Emma, comme si parcourir 3 kilomètres sous un orage n'avait rien d'extraordinaire. Grand-mère Margaret avait l'une de ces périodes de confusion. Elle ne se souvenait plus comment préparer le biberon de Tyler, n'est-ce pas? Pendant que l'équipe médicale s'occupait du bébé, le docteur Reynolds remarqua quelque chose d'inhabituel aux mains d'Emma. De petites callosités s'étaient formées, du genre qui proviennent des travaux domestiques. Autour de son cou pendait un médaillon argenté en forme d'étoile, qu'elle serrait chaque fois que quelqu'un s'approchait de son frère. « Ça nous protège », expliqua Emma, saisissant le regard du médecin. « Maman a dit qu'elle reviendrait quand l'étoile brillera de nouveau. » Son ton détaché rendait la déclaration encore plus déchirante. L'infirmière Jenkins apporta à Emma une couverture chaude et un chocolat chaud, mais les yeux de la jeune fille ne quittèrent jamais son frère. Elle sortit un carnet usé de son sac à dos humide et nota soigneusement l'heure et les médicaments que les médecins donnaient à Tyler. « Tu tiens de très bons registres », commenta le docteur Reynolds, jetant un coup d'œil à l'écriture soignée et aux observations détaillées dans le carnet. Emma hocha la tête solennellement. Tyler a besoin de son emploi du temps. La vidéo disait que les bébés ont besoin de routine. Pendant qu'Emma sirotait son chocolat, le docteur Reynolds s'écarta pour appeler les services sociaux. Quelque chose n'allait manifestement pas, une enfant de 6 ans agissant comme principale gardienne d'un nourrisson, marchant des kilomètres sous une tempête parce qu'une grand-mère âgée avait des jours de confusion. Caroline Davis, l'assistante sociale de garde, arriva dans les 30 minutes. Avec 20 ans d'expérience, elle reconnut immédiatement les signes, un enfant forcé de devenir adulte bien trop tôt. « Bonjour, Emma. Je m'appelle Caroline. » Elle se présenta doucement. « Peux-tu me parler davantage des périodes de confusion de ta grand-mère ?» Les yeux d'Emma passèrent de Caroline à la salle de traitement où Tyler était allongé. Parfois, grand-mère se souvient de tout. D'autres jours, elle se perd dans notre maison. Elle hésita, puis ajouta avec une fierté déchirante, « Mais j'ai créé un système. » Des notes jaunes pour les médicaments, bleues pour la nourriture, vertes pour les choses importantes dont Tyler a besoin. Pendant qu'Emma parlait, elle gardait une main sur son médaillon en forme d'étoile, le frottant comme un talisman. Le docteur Reynolds et Caroline échangèrent des regards inquiets au-dessus de la tête de la jeune fille. « Emma » demanda prudemment le docteur Reynolds. « Où est ta maman en ce moment ?» Le visage de la jeune fille resta impassible, mais ses jointures blanchirent autour du médaillon. Elle répare ses ailes brisées. C'est ce que grand-mère dit. Elle reviendra quand elle ira mieux. Puis, avec une sagesse inattendue dans ses jeunes yeux, elle ajouta, « Certaines choses prennent plus de temps à réparer que d'autres. » Alors que la tempête faisait rage dehors, Emma se laissa finalement vaincre par l'épuisement, s'endormant sur la chaise à côté du berceau de son frère, sa petite main passant à travers les barreaux pour le toucher. Regardant cet improbable ange gardien, le docteur Reynolds murmura à Caroline, « Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant ?» L'expression de Caroline était troublée. « C'est ce que nous devons trouver. » Emma se réveilla en sursaut, momentanément désorientée par les lumières fluorescentes de l'hôpital. Son premier instinct fut de vérifier Tyler, qui dormait paisiblement dans le berceau à côté d'elle,
sa petite poitrine montant et descendant régulièrement. Un soulagement envahit son visage avant qu'elle ne se souvienne où il se trouvait. « Bonjour », dit le docteur Reynolds, qui était resté bien après la fin de son service. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle avait veillé sur les frères et sœurs toute la nuit. « Ton frère va beaucoup mieux maintenant. » Emma hocha la tête, tendant immédiatement la main vers son carnet pour noter cette information. Le médecin remarqua comment les épaules de la jeune fille ne se détendirent qu'après qu'elle eut tout écrit, comme si documenter la vie était sa façon de la contrôler. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» demanda Emma, sa voix petite mais déterminée. « Grand-mère a besoin de son thé du matin avec du miel à 7h30, sinon elle est confuse toute la journée. » Avant que le docteur Reynolds ne puisse répondre, Caroline Davis revint avec un sac en papier. « Je t'ai apporté un petit déjeuner et des vêtements propres, dit-elle gentiment. Pendant que tu te changes, le docteur Reynolds et moi devons parler de la manière de nous assurer que toi et Tyler êtes en sécurité. » Les yeux d'Emma se plissèrent légèrement. « Nous sommes en sécurité à la maison. Je prends bien soin de Tyler et de grand-mère aussi, quand elle va bien. » Caroline s'assit au niveau des yeux d'Emma. « Je crois que tu fais un travail incroyable, mais les enfants ne devraient pas avoir à s'occuper des bébés et des grand-mères. C'est un travail d'adulte. » Alors qu'Emma allait à contre-cœur se changer, Caroline se tourna vers le docteur Reynolds. « Nous devons évaluer la situation à la maison. D'après ce que j'ai compris, il n'y a que la grand-mère, Margaret Carter, 72 ans, ses 2 enfants, et aucun signe de la mère, Lily Carter, depuis des mois. Quel est le plan ?» demanda le docteur Reynolds, observant Emma à travers la fenêtre alors qu'elle pliait soigneusement ses vêtements mouillés. « Je vais rendre visite à leur domicile aujourd'hui, et évaluer la situation. En attendant, les enfants devraient rester ici où Tyler peut être surveillé. » Quand Emma revint, elle avait transformé sa blouse d'hôpital en un carré soigneusement plié. « Mon professeur dit qu'il faut toujours laisser les endroits rangés, » expliqua-t-elle, la posant précisément sur la chaise. Caroline interrogea doucement Emma sur sa vie quotidienne, et les réponses de la jeune fille peignirent un tableau qui brisa le cœur des 2 femmes. « Je me lève à 6h15 pour vérifier Tyler et commencer le thé de grand-mère, » expliqua Emma avec son ton habituel. « Ensuite, je prépare le petit déjeuner, du gruau les lundis, mercredis et vendredis, des œufs les autres jours parce que les protéines sont importantes. Tyler prend son biberon à 6h30, 10h30, 14h30 et 18h30. Les pilules de grand-mère sont codées par couleur dans la boîte que j'ai faite. » Pendant qu'Emma parlait, elle traça inconsciemment la forme d'étoile de son médaillon. Lorsque Caroline l'interrogea sur l'école, Emma haussa les épaules. « J'y vais quand même. Peterson, le voisin d'un accent grave côté, peut surveiller grand-mère. Il est gentil, mais il oublie aussi des choses parfois. » Plus tard ce matin-là, alors qu'Emma était distraite par une gentille bénévole qui lui lisait des histoires, Caroline découvrit quelque chose de remarquable dans le carnet de la jeune fille. Au-delà des registres soignés des tétés de Tyler et des médicaments de Margaret, il y avait de magnifiques dessins, une petite maison bleue, 3 oiseaux dans un arbre, un grand, un moyen, un tout petit, et de nombreux croquis d'une femme aux cheveux longs portant une étoile autour du cou. Sur une page, d'une écriture soignée, Emma avait écrit « Les règles de la constellation de maman ». 1. Toujours rester ensemble. 2. Prendre soin les uns des autres. 3. Se souvenir qu'elle revient quand elle est réparée. Quand Caroline arriva à la petite maison bleue de Maple Street cet après-midi-là, elle trouva exactement ce qu'Emma avait dessiné. La modeste maison était d'une propreté écrasante pour une maison abritant un nourrisson et une femme âgée, preuve du soin déterminé d'Emma. Margaret Carter était assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre, une femme digne aux cheveux argentés et aux yeux vides qui s'illuminèrent soudainement lorsque Caroline se présenta. « Où sont mes petits-enfants » demanda Margaret avec une clarté inattendue. « Ils sont en sécurité à l'hôpital », l'assura Caroline. Emma a amené Tyler la nuit dernière pendant la tempête. « La tempête » répéta Margaret, momentanément confuse, avant que ses yeux ne s'éclaircissent à nouveau. Emma n'aurait pas dû sortir par ce temps. C'est juste une petite fille. Puis, avec une conscience déchirante, elle ajouta « Mais ce n'est plus vraiment le cas, n'est-ce pas ? Plus maintenant. » Alors que Caroline regardait autour de la maison, elle remarqua des post-it jaunes partout, rappels de médicaments, horaires de tétée, même des instructions pas à pas pour chauffer le lait maternisé. Le plus révélateur était le calendrier sur le mur,
où certains jours étaient marqués d'étoiles brillantes, les jours clairs qu'Emma avait mentionnés. Dans la cuisine, un tabouret se tenait près de la cuisinière. Dans la chambre d'Emma, des livres scolaires étaient soigneusement empilés à côté du berceau improvisé de Tyler, un tiroir de commode rembourré de couvertures. Sur le mur était accrochée une photo de famille montrant une Margaret plus jeune, une femme qui devait être Lily, et une petite Emma, toutes portant des médaillons étoilés assortis. Elle essaie de s'améliorer, dit soudain Margaret, suivant le regard de Caroline vers la photo. Ma Lily, elle écrit parfois à Emma. Les étoiles de leurs médaillons, c'est une promesse. Alors que Caroline se préparait à partir, elle aperçut quelque chose à moitié caché sous l'oreiller d'Emma, une enveloppe scellée adressée d'une écriture d'adulte. À mon étoile filante, à ouvrir quand tu auras le plus besoin de moi. Caroline quitta la Maison Bleue avec plus de questions que de réponses et une conviction grandissante que cette histoire de famille était bien plus complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Le lendemain matin, Caroline revint à l'hôpital avec l'officier Jacques Turner, un policier aux yeux bienveillants dont les mains suggéraient qu'il connaissait le travail acharné. Emma était assise en tailleur sur le lit d'hôpital, lisant doucement à Tyler un livre pour enfants qu'elle avait trouvé dans l'unité de pédiatrie. Les trois petits oiseaux ont construit leur nid ensemble, Luelle, puis leva les yeux lorsque les adultes entrèrent. Sa posture changea instantanément, le dos droit, les yeux vigilants, une main protectrice près de Tyler. « Bonjour, Emma » sourit Caroline. « Voici l'officier Turner. Il va nous aider à mieux comprendre ta situation. » Jacques s'accroupit au niveau d'Emma. « Tu as un joli médaillon, dit-il, remarquant comment ses doigts allèrent automatiquement vers l'étoile argentée. « Il correspond à celui de ma maman, » répondit Emma avec prudence. « Et Tyler en a un petit aussi, pour quand il sera plus grand. »« J'aimerais voir où vous vivez, » dit Jacques doucement. « Voudrais-tu venir avec nous pour me montrer votre maison? Les médecins disent que Tyler va assez bien pour une petite sortie. » Emma réfléchit, puis hocha la tête. Grand-mère va s'inquiéter. C'est mercredi. Elle a besoin de ses pilules bleues avant le déjeuner. Le trajet jusqu'à la Maison Bleue fut silencieux, Emma donnant des indications occasionnelles depuis la banquette arrière où elle était assise à côté du siège auto de Tyler, vérifiant constamment que sa couverture était bien en place. À leur arrivée, M. Peterson arrosait son jardin à côté. Son visage buriné se plissa d'inquiétude lorsqu'il vit la voiture des services sociaux. « Emma, j'étais inquiet quand tu n'es pas venue chercher le lait hier » appela-t-il, s'approchant prudemment. « Tyler était malade » expliqua simplement Emma. « J'ai dû l'emmener chez les médecins. » M. Peterson parut honteux en se tournant vers Caroline. « J'aide quand je peux, je leur apporte des courses parfois. Margaret a des bons et des mauvais jours. » Il baissa la voix, bien qu'Emma se dirigeât déjà vers la maison. « J'aurais dû en faire plus, je suppose. Je pensais que ce n'était pas ma place d'interférer. » À l'intérieur, Margaret avait ce qu'Emma appellerait une journée claire. Elle serra fortement sa petite fille dans ses bras, puis tendit les mains tremblantes vers Tyler. « Vous les avez ramenés à la maison » dit-elle avec gratitude à Caroline et Jacques. « J'étais si inquiète quand la tempête est arrivée et qu'ils avaient disparu. » Alors que Jacques inspectait la maison, il remarqua les systèmes élaborés qu'Emma avait créés. Des notes codées par couleur, une carte de la maison dessinée à la main et scotchée au mur avec des étiquettes comme « chambre de grand-mère » et « armoire à médicaments », un tabouret près de chaque appareil important. Dans la petite cuisine, une boîte à recettes contenait non pas des plats familiaux, mais des instructions soigneusement écrites, comment savoir si le lait est périmé, que faire si grand-mère s'éloigne dehors, comment changer la couche de Tyler. « Elle est vraiment extraordinaire », murmura Jacques à Caroline, observant Emma préparer efficacement les médicaments de sa grand-mère tout en vérifiant simultanément la température du biberon de Tyler contre son poignet. « As-tu appris tout ça toute seule ?» demanda Jacques à Emma. Elle hocha la tête, d'un air d'évidence. « À la bibliothèque, dans des vidéos. Madame Miller, à l'école, m'a aidé à trouver des livres sur les bébés. » Elle hésita, puis ajouta avec l'honnêteté d'un enfant, « C'était effrayant au début quand Tyler est arrivé et que grand-mère ne se souvenait plus comment le tenir, n'est-ce pas? Mais j'ai regardé beaucoup de vidéos. » Margaret, assise maintenant avec Tyler dans ses bras, eut un moment de parfaite clarté. « Emma ne devrait pas avoir à faire tout ça, » dit-elle, la voix brisée. « Mais ma tête, elle s'échappe parfois. » Et Lily, elle s'arrêta brusquement, regardant vers une porte fermée au bout du couloir.
Jacques suivit son regard. C'est la chambre de Lily? Emma se tendit visiblement. La chambre de maman est privée, dit-elle fermement, se plaçant entre Jacques et le couloir. Elle voudra que ce soit joli quand elle reviendra. Caroline la redirigea doucement. Emma, pourrais-tu me montrer ton carnet spécial encore une fois? J'aimerais voir d'autres de tes dessins. Pendant qu'Emma allait à contre-cœur chercher son carnet, Jacques interrogea discrètement Margaret sur sa fille. Lily va mieux, dit Margaret, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été toute la matinée. Elle a eu des problèmes, des moments sombres. Après que le père d'Emma soit parti, et puis encore quand Tyler, elle s'interrompit, momentanément confuse. Elle est dans un endroit spécial maintenant, pour se faire aider. Avez-vous une adresse? Demanda Jacques. Un numéro de téléphone? Les yeux de Margaret s'assombrirent. Emma garde les traces dans son livre des étoiles. Pendant ce temps, Emma montrait à Caroline son dernier dessin, la maison bleue avec un soleil éclatant au-dessus et 4 oiseaux maintenant, pas 3, volant en formation. C'est notre famille, expliqua Emma. Grand-mère, moi, Tyler, et maman, quand elle rentrera à la maison. Caroline remarqua quelque chose qu'elle avait manqué auparavant, une marguerite peinte sur la maison dans le dessin. En regardant autour d'elle, elle aperçut une seule marguerite dans une tasse sur le rebord de la fenêtre. « Tu aimes les marguerites » demanda-t-elle. Emma hocha la tête. Ce sont des fleurs fortes. Elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et elles reviennent chaque année. Maman les a plantées avant de partir. Elle a dit qu'elle veillerait sur nous jusqu'à ce qu'elle puisse le faire. Alors qu'il se préparait à partir, Emma verrouilla soigneusement la porte d'entrée et tendit la clé à M. Peterson. Arrose la marguerite, s'il te plaît, demanda-t-elle solennellement. Juste un petit peu, comme je t'ai montré. Dans la voiture, Emma était assise silencieusement à côté du siège auto de Tyler, son carnet serré. En s'éloignant, elle pressa sa main contre la fenêtre, regardant la petite maison bleue rapetissée. « Emma » demanda Caroline doucement. « Cette enveloppe sous ton oreiller. Elle vient de ta maman » Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de détermination. « C'est seulement pour les urgences, dit-elle fermement. Maman a dit que je saurais quand il serait temps de l'ouvrir. Et ce n'est pas encore le moment? Demanda Jacques, la regardant dans le rétroviseur. Emma secoua la tête, ses doigts traçant son médaillon en étoile. Pas encore, mais peut-être bientôt. L'unité de pédiatrie s'était transformée du jour au lendemain. Le coin d'Emma présentait maintenant une petite collection de livres, des crayons de couleur et un ours en peluche que quelqu'un avait donné. Pourtant, au milieu de ces conforts, Emma maintenait sa vigilance, mettant à jour le tableau des tétés de Tyler avec une précision militaire. Le docteur Reynolds entra, souriant à la vue d'Emma lisant à son frère. « Bonjour. Comment va notre petit patient aujourd'hui » Tyler a pris 56 grammes, rapporta Emma rapidement. L'infirmière Williams m'a dit que c'était très bien. C'est certain, convint le docteur Reynolds, vérifiant le dossier de Tyler. Tu en sais beaucoup sur les soins au bébé. Emma haussa les épaules. J'ai regardé des vidéos et pris des notes. Les bébés sont en fait simples si on fait attention. Ils vous disent ce dont ils ont besoin, juste pas avec des mots. Le docteur Reynolds s'assit à côté d'Emma, remarquant comment la jeune fille se déplaça soudainement pour se placer entre le médecin et le berceau de Tyler, un instinct protecteur trop développé pour ses 6 ans. Emma, voudrais-tu m'aider à faire le contrôle matinal de Tyler? Tu peux être mon assistante spéciale. Le visage de la jeune fille s'éclaira momentanément, révélant l'enfant sous la gardienne. Pendant qu'elles examinaient Tyler ensemble, le docteur Reynolds sonda doucement pour obtenir plus d'informations. Allais-tu régulièrement à l'école avant l'arrivée de Tyler? Emma se concentra sur la bonne tenue du stéthoscope. J'y allais les jours clairs de grand-mère. Madame Miller, c'est la meilleure maîtresse, elle m'a donné des livres supplémentaires à étudier à la maison. Elle marqua une pause, ajoutant fièrement, je lis au niveau de la 4e année, même si je ne suis qu'en première. C'est impressionnant, dit sincèrement le docteur Reynolds. Tu dois apprendre très vite. Je dois l'être, répondit simplement Emma. Les choses changent vite à la maison. Plus tard ce matin-là, Madame Miller elle-même arriva à l'hôpital avec une pile de cahiers d'exercice. Petite et énergique,
avec des cheveux prématurément gris, elle serra chaleureusement Emma dans ses bras. Mon élève étoile, j'étais si inquiète depuis que tu as manqué notre séance de lecture de jeudi. Pendant qu'Emma travaillait sur les problèmes de maths que Madame Miller avait apportés, la maîtresse parla discrètement avec le docteur Reynolds et Caroline dans le couloir. Emma est brillante, elle absorbe tout comme une éponge, mais son assiduité a été au mieux irrégulière. Quand elle vient, elle est souvent épuisée, vérifiant l'heure constamment. Madame Miller se tordit les mains anxieusement. J'ai déjà signalé mes inquiétudes, mais avec le manque de personnel au niveau du district, j'ai commencé à lui donner des leçons à faire à la maison. Était-ce une erreur? Aurais-je dû insister davantage? Vous aidiez du mieux que vous pouviez, la rassura Caroline. Beaucoup de gens ont vu des fragments de cette situation, mais personne n'a vu l'ensemble du tableau. Que va-t-il leur arriver maintenant? Demanda Madame Miller. Caroline soupira. Nous sommes encore en train d'évaluer. Margaret aime clairement ses petits-enfants, mais ses problèmes cognitifs sont importants, et nous essayons toujours de localiser la mère. Dans la chambre, Emma avait terminé son travail et était retournée près de Tyler, écrivant dans son carnet. Lorsque Jack Turner arriva avec un léger coup à l'encadrement de la porte, elle la ferma rapidement. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Emma hocha la tête avec prudence. Jack s'assit sur la chaise des visiteurs, sa grande stature la faisant paraître minuscule. « J'ai posé des questions en ville à propos de ta maman, dit-il directement, ayant senti qu'Emma réagissait mieux à l'honnêteté qu'au faux-semblant. Votre voisin, M. Peterson, a mentionné qu'elle travaillait autrefois chez Rosie S. Diner. L'expression d'Emma resta neutre, mais ses doigts se resserrèrent autour de son médaillon. Les gens là-bas se souvenaient bien d'elle, continua Jacques. Ils ont dit qu'elle gardait toujours les muffins de la veille pour te les ramener à la maison. Un fantôme de sourire effleura les lèvres d'Emma. Ceux aux myrtilles, mes préférés. Encouragé, Jacques insista doucement. Emma, nous voulons aider toute ta famille. Toi, Tyler, ta grand-mère, et ta maman aussi. Mais pour ce faire, nous devons comprendre où se trouve ta maman en ce moment. Emma resta silencieuse un long moment, son jeune visage reflétant une lutte intérieure. Finalement, elle ouvrit son carnet à une page que Jacques n'avait pas vue auparavant. Elle contenait une carte soigneusement dessinée avec un bâtiment étiqueté « Lieu de guérison de maman » entouré d'arbres. Elle répare ses morceaux brisés, dit Emma doucement. C'est ce qu'elle a écrit dans sa dernière lettre. Elle a dit que parfois les adultes ont des fissures à l'intérieur que personne ne peut voir, et qu'elle avait besoin de médecins spéciaux pour les aider à les réparer. As-tu ces lettres? Demanda Caroline doucement, étant entrée pendant leur conversation. Emma hocha la tête à contre-cœur. Dans ma boîte spéciale à la maison. Maman les envoie à l'adresse de M. Peterson pour que la factrice habituelle ne pose pas de questions. Jacques et Caroline échangèrent des regards significatifs. Ces lettres pourraient être cruciales pour comprendre toute la situation. Serait-il possible que nous les lisions? Demanda Jacques. Cela pourrait nous aider à retrouver ta maman plus rapidement. Emma réfléchit, son petit visage sérieux. Seulement si vous promettez que c'est pour aider, pas pour lui causer des ennuis. Elle essaie vraiment de s'améliorer. Nous promettons, dit Caroline solennellement alors qu'il se préparait à retourner à la Maison Bleue pour récupérer les lettres. Le docteur Reynolds tira Caroline à part. Avant de partir, il y a quelque chose que vous devriez voir. Elle conduisit Caroline à son bureau et afficha le dossier médical de Tyler sur son ordinateur. Je réexaminais ses informations de naissance. Tyler est né à l'hôpital Riverside, 2 villes plus loin. Selon ce dossier, Lily Carter est sortie contre avis médical le lendemain, ne laissant aucune information de contact. Elle hésita. Mais voici ce qui est étrange. La personne à contacter en cas d'urgence qu'elle a indiqué n'était pas Margaret. C'était Emma. Emma? Répéta Caroline incrédule. Elle n'aurait eu que 5 ans à l'époque. Le docteur Reynolds hocha la tête sombrement. Exactement. Même à l'époque, Lily plaçait des responsabilités d'adulte sur les épaules de sa fille. Dans le couloir, elle pouvait voir Emma emballer soigneusement son carnet et la couverture supplémentaire de Tyler dans son sac à dos, se préparant pour leur voyage à la Maison Bleue. L'expression déterminée de ses petites épaules racontait une histoire de résilience, mais aussi d'une enfance qui s'envolait bien trop tôt. J'ai besoin de voir ces lettres,
murmura Caroline. Il y a encore quelque chose dans cette histoire que nous ne voyons pas. La Maison Bleue semblait différente à la lumière du jour. Plus petite, plus fragile d'une certaine manière. Emma conduisit Caroline et Jacques directement à sa chambre, sortant une boîte à chaussures usée de sous une latte de plancher lâche sous son lit. « Mes choses spéciales », expliqua-t-elle, retirant soigneusement le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des trésors que seul un enfant valoriserait, une pierre de rivière lisse, une plume de jet bleu, un ruban de participation à la maternelle. Mais sous ces souvenirs se trouvait une pile d'enveloppes liées par un ruban décoloré, chacune adressée d'une écriture fluide à mon étoile filante. Emma hésita, sa main planant protectrice au-dessus des lettres. Maman a dit que celle-ci était juste pour moi. Caroline s'agenouilla à côté d'elle. Je comprends que ce sont des choses privées, Emma, mais elle pourrait nous aider à retrouver ta maman plus rapidement afin qu'elle puisse rentrer chez toi et Tyler. Après un instant de réflexion, Emma hocha la tête, détachant soigneusement le ruban. Vous pouvez les lire, mais elles restent dans ma boîte. Ce sont toujours les miennes. Pendant que Jacques et Caroline examinaient doucement les lettres, Emma alla vérifier sa grand-mère, qui faisait une sieste dans sa chambre. La première lettre datait d'il y a 10 mois. Ma très chère étoile filante, les médecins ici m'aident à recoller mes morceaux brisés. C'est un travail difficile, et certains jours, j'ai l'impression que je ne serai plus jamais entière. Mais alors je pense à ton sourire courageux et à la façon dont tu te relèves toujours quand tu tombes. J'essaie d'être aussi forte que toi. Tu me manques plus que toutes les étoiles du ciel. Avec amour, maman. Une autre, datée d'il y a 6 mois, disait « Ma brave Emma, je fais des progrès. Les médecins disent que je vais très bien. Je pense à toi chaque minute. J'apprends à être la maman que tu mérites, stable, fiable, présente. Je sais que ce n'est pas juste que tu doives être si adulte en ce moment. Quand je rentrerai à la maison, tu pourras redevenir une petite fille. Je te le promets. Avec tout mon amour, maman. » La lettre la plus récente, d'il y a seulement 2 mois, contenait une petite marguerite pressée. Mon incroyable fille, j'ai terminé la première grande partie de mon parcours de guérison. Il y a encore d'autres étapes à venir, mais je vois la lumière maintenant. La directrice du programme dit que je montre une réelle force. Je lui ai dit que je l'avais appris en te regardant. J'ai planté des marguerites ici dans le jardin. Elle me rappelle toi, résiliente, brillante, déterminée à grandir quoi qu'il arrive. Je travaille maintenant, économisant chaque centime pour mon retour à la maison. Parle de moi à Tyler. Dis à grand-mère que je suis désolé pour toute l'inquiétude. Dis-toi que je t'aime plus que tout dans cet univers. Bientôt, mon étoile filante. Bientôt. Tout mon amour, maman. Jacques examina les enveloppes, notant l'adresse de l'expéditeur, centre de récupération Sunrise, 183 Pine Valley Road. C'est un centre de réhabilitation, dit-il doucement à Caroline. À environ 2 heures au nord d'ici. Leur conversation fut interrompue par le son de la porte d'entrée s'ouvrant, suivi d'une voix officielle. Dans le salon, ils trouvèrent Margaret en train de parler avec Harriet Winters, la superviseure de Caroline, une femme sévère avec un presse-papier et des chaussures pratiques. J'ai programmé une audience de placement d'urgence pour demain matin, annonça Harriet, reconnaissant à peine Emma, qui était apparue dans l'embrasure de la porte. Compte tenu de la déficience cognitive de la grand-mère et de l'absence de la mère, nous devons établir immédiatement des arrangements de garde temporaires. La couleur quitta le visage de Margaret. Vous allez les emmener ? Emma se précipita aux côtés de sa grand-mère, son petit bras s'enroulant protectrice autour de la taille de la vieille femme. Nous sommes à notre place ici, insista-t-elle, la voix tremblante malgré son expression déterminée. Je prends bien soin de tout le monde. C'est précisément le problème, jeune femme, répondit Harriet, non pas méchamment, mais avec une fermeté bureaucratique. Les enfants ne devraient pas avoir à s'occuper de tout le monde. C'est le travail d'un adulte. Alors que les adultes continuaient de discuter de l'avenir d'Emma au-dessus de sa tête, la petite fille s'éclipsa inaperçue. Caroline la retrouva quelques instants plus tard dans le jardin, arrosant soigneusement la marguerite solitaire. Elle revient, dit Emma sans lever les yeux. Maman a juste besoin d'un peu plus de temps. Caroline s'accroupit à côté d'elle. Emma, je crois qu'elle veut revenir. Ces lettres montrent à quel point elle t'aime. Mais pour l'instant,
nous devons nous assurer que toi et Tyler êtes en sécurité et bien pris en charge. Emma se tourna finalement, les larmes aux yeux, mais sans qu'elle ne tombe. Si vous nous emmenez d'ici, comment maman nous trouvera-t-elle quand elle sera prête à rentrer à la maison? La question resta en suspens entre elles, simple mais déchirante dans sa clarté. Je te promets, dit Caroline doucement. Où que tu sois, nous nous assurons que ta maman puisse te trouver. Emma chercha sur le visage de Caroline, jaugeant sa fiabilité avec une minutie qu'aucune enfant de 6 ans ne devrait posséder. Finalement, elle hocha une seule fois la tête et se tourna vers la marguerite. Elle a besoin d'eau tous les 3 jours. Pas trop, sinon les racines se gorgent. Elle leva les yeux vers Caroline de manière significative. Certaines choses ont besoin du bon type de soins pour devenir fortes. La salle d'audience semblait immense à Emma, avec ses hauts plafonds et ses bancs en bois qui grinçaient lorsque les gens bougeaient. Elle était assise entre Caroline et Margaret, son carnet serré sur ses genoux, Tyler endormi dans un porte-bébé à côté d'elle. Margaret avait revêtu ses plus beaux habits du dimanche, un chemisier lavande boutonné jusqu'au cou et des boucles d'oreilles légèrement dépareillées. Je me suis brossé les dents 3 fois, avait-elle murmuré à Emma ce matin-là, la simple déclaration révélant sa tentative désespérée de paraître compétente. Le juge Parker, un homme âgé aux yeux bienveillants et à l'expression sérieuse, examina attentivement le dossier avant de s'adresser à la salle. Il s'adressa directement à Emma, ce qui la surprit. « Jeune fille, je comprends que vous vous soyez occupée de votre frère et que vous ayez aidé votre grand-mère. Cela témoigne d'une responsabilité remarquable pour votre âge. » Emma hocha la tête solennellement. Tyler a besoin de son emploi du temps et grand-mère a besoin de ses médicaments au bon moment. L'expression du juge s'adoucit. Mais voyez-vous, c'est beaucoup pour de petites épaules. Chaque enfant mérite d'être un enfant. L'audience se déroula avec les témoignages du docteur Reynolds sur la santé de Tyler, de Caroline sur la situation familiale, et de Margaret elle-même, qui maintint une clarté remarquable tout au long de l'audience jusqu'à ce que la mention de l'absence de Lily déclenche un moment de confusion. « Ma fille rentrera dîner », insista soudain Margaret, regardant autour de la salle d'audience comme si elle s'attendait à y trouver Lily. « Elle est juste allée chercher Emma à l'école. » Emma tendit la main à sa grand-mère, la serrant doucement. « C'est bon, grand-mère. Je suis là. » Le moment ne fut pas perdu pour le juge Parker, qui échangea des regards avec Caroline. Après une brève suspension, il rendit sa décision. « Bien que je croie que Margaret Carter aime profondément ses petits-enfants, je dois donner la priorité au bien-être des enfants. J'ordonne un placement temporaire chez une famille d'accueil agréée, avec des visites régulières pour Madame Carter. Nous réévaluerons la situation dans 30 jours. » Le visage d'Emma resta soigneusement vierge, un masque qu'elle avait perfectionné pour les moments difficiles. Seul le blanchiment de ses jointures autour de son carnet trahissait sa détresse. Plus tard cet après-midi-là, Caroline conduisit Emma et Tyler à la rencontre de leurs parents d'accueil temporaire. La maison des Henderson était un chaleureux cottage jaune avec une balançoire en bois sur le porche et des jardinières aux fenêtres. Robert Henderson, un professeur de musique à la retraite aux cheveux argentés et aux mains douces, et sa femme Olivia, une infirmière pédiatrique aux rides riantes autour des yeux, les accueillirent à la porte. « Nous étions impatients de vous rencontrer, » dit chaleureusement Olivia, se penchant au niveau d'Emma. « Votre chambre est prête, et nous avons trouvé un beau berceau pour Tyler. » Emma les suivit à l'intérieur, observant chaque détail avec des yeux vigilants. Le piano dans le coin, les étagères garnies de livres, l'odeur de biscuits fraîchement cuits. C'était agréable, mais ce n'était pas la maison. Ce soir-là, après avoir aidé à donner son biberon à Tyler, Olivia avait demandé l'avis d'Emma sur ses préférences, une gentillesse que la jeune fille nota attentivement. Emma se tint dans l'embrasure de sa chambre temporaire. C'était joli, mur bleu clair, une courte pointe en patchwork sur le lit, un petit bureau près de la fenêtre. Mais Emma ne grimpa pas dans le lit invitant. Au lieu de cela, elle traîna la courte pointe et l'oreiller sur le sol à côté du berceau de Tyler, créant un lit improvisé où elle pouvait passer sa main à travers les barreaux pour toucher la sienne. Olivia la trouva là lors d'un contrôle de minuit. Elle ne fit aucun commentaire et n'essaya pas de ramener Emma au lit. Au lieu de cela, elle apporta simplement une couverture supplémentaire et la plaça doucement sur les épaules de la jeune fille. « On va s'en sortir ici », murmura Emma à Tyler après le départ d'Olivia. « Ce n'est que temporaire, comme quand les marguerites se cachent sous terre en hiver. Elles reviennent toujours au printemps. » Elle ouvrit son carnet à une nouvelle page et commença à écrire.
Jour 1 à la maison jaune. Tyler a bien mangé. Les Henderson ne crient pas, et ils demandent avant de prendre Tyler. La dame connaît bien les bébés. L'homme joue du piano. Ils ont beaucoup de livres. Elle marqua une pause, puis ajouta, « Il semble gentil, mais ma maison me manque. Grand-mère me manque. J'espère que maman pourra nous trouver ici quand elle sera prête. » Emma referma son carnet et se recroquevilla dans son nid au sol, une main passant à travers les barreaux du berceau pour se poser près de Tyler, l'autre serrant son médaillon en forme d'étoile, sa petite façon de garder sa famille fragmentée connectée à travers les kilomètres qui les séparaient désormais. Une semaine passa chez les Henderson, chaque jour soigneusement noté dans le carnet d'Emma. Bien qu'elle restât vigilante, de petits changements s'opéraient. Elle dormait maintenant dans le lit au lieu du sol, bien qu'assez près pour entendre la respiration de Tyler. Elle avait commencé à poser des questions sur les livres sur les étagères. Et hier, elle avait accepté l'offre d'Olivia de lui apprendre à faire du pain. L'astuce est dans la mesure, expliqua Olivia, montrant à Emma comment égaliser la farine avec un couteau. La cuisson, c'est un peu comme la science. C'est ça, acquiesça Emma sérieusement, comme le biberon de Tyler, les mesures exactes sont importantes. C'est exact, sourit Olivia. Tu es très précise pour quelqu'un d'aussi jeune. Un éclair de fierté traversa le visage d'Emma avant de disparaître derrière son masque prudent. Pendant ce temps, Tyler prospérait, prenant du poids, souriant davantage, dormant toute la nuit. Robert avait pris l'habitude de jouer de douces mélodies au piano pendant les siestes de l'après-midi de Tyler, affirmant que Mozart rendait les bébés plus intelligents, bien que son clin d'œil indiqua à Emma qu'il ne prenait pas cette théorie trop au sérieux. Caroline rendait régulièrement visite, apportant des nouvelles de Margaret, qui avait accepté de consulter un spécialiste pour ses jours de confusion. Le docteur Chen dit que c'est une démence débutante, expliqua Caroline doucement à Emma. Avec les bons médicaments et de l'aide, votre grand-mère peut encore avoir de nombreux bons jours. Emma traita cette information avec la même gravité qu'elle abordait tout. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra bientôt rentrer à la maison? Pas encore, répondit honnêtement Caroline. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Le plus grand développement vint de l'officier Jacques Turner, qui apparut sur le porche des Henderson un après-midi avec des nouvelles. J'ai retrouvé ta maman, dit-il à Emma, qui était assise très immobile sur la balançoire du porche. Elle est au centre de récupération Sunrise depuis 8 mois. Elle a terminé leur programme principal et est maintenant en logement de transition et travaille dans leur café. Les doigts d'Emma allèrent instinctivement à son médaillon. Est-ce qu'elle est remise? Jacques choisit ses mots avec soin. La directrice du centre dit qu'elle a fait des progrès remarquables. Elle est sobre, ce qui signifie lucide et en bonne santé depuis 8 mois maintenant. Est-ce qu'elle sait où nous sommes? Demanda Emma, la question qui l'avait visiblement préoccupée. Oui. Je lui ai parlé hier. Jacques hésita. Elle voulait que je te dise qu'elle travaille très dur pour créer une situation stable afin qu'elle puisse être évaluée pour une réunification. Emma fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie, intervint Caroline, les ayant rejoints sur le porche, que ta maman fait tout ce qu'elle peut pour créer un foyer sûr et permanent pour toi et Tyler, mais le tribunal doit s'assurer que ce foyer sera sécurisé avant que vous ne reveniez. Emma absorba cette information, hochant lentement la tête. Combien de temps ça prendra? Les adultes échangèrent des regards. Cela dépend de nombreux facteurs, dit Caroline. Mais ta maman a demandé la permission de t'écrire directement ici et peut-être d'avoir des appels téléphoniques supervisés bientôt. Aimerais-tu cela? Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, le calme d'Emma se fissura complètement. Ses yeux se remplirent de larmes et ses petites épaules commencèrent à trembler. Oui, murmura-t-elle. Oui, s'il vous plaît. Ce soir-là, un orage de printemps éclata sur Maplewood. Le fracas du tonnerre et l'éclair la rappelèrent douloureusement la nuit où elle avait porté Tyler à l'hôpital. Alors que la pluie fouettait les fenêtres, les souvenirs affluèrent, le poids de la responsabilité, la peur, la détermination désespérée de sauver son frère. Robert la trouva assise, rigide, près du berceau de Tyler, les yeux grands ouverts et le souffle rapide. Au lieu de poser des questions, il s'assit simplement à côté d'elle et commença à fredonner doucement, une mélodie douce qui parvint d'une certaine manière à percer le chaos de la tempête. Peu à peu, la respiration d'Emma se cala sur le rythme de la chanson. Quand mon fils était petit, dit Robert doucement, les orages l'effrayaient aussi.
La musique l'aidait à se souvenir que les choses effrayantes passent. Je n'avais pas peur, insista automatiquement Emma. Robert hocha la tête, acceptant ses paroles sans contester. Bien sûr que non. Tu es très courageuse. Mais même les personnes courageuses ont parfois besoin de réconfort. Ils restèrent assis en silence tandis que la tempête commençait à s'estomper, le tonnerre n'étant plus qu'un grondement lointain. J'ai eu peur cette nuit-là, murmura enfin Emma, si doucement que Robert faillit ne pas l'entendre. Tyler ne voulait pas manger, et grand-mère ne se souvenait plus comment préparer son lait, et il pleuvait si fort que je pouvais à peine voir la route de l'hôpital. Cela effraierait n'importe qui, dit Robert gentiment. Mais je l'ai fait quand même, continua Emma, une note de fierté perçant. Parce que Tyler avait besoin de moi. Oui, acquiesça Robert. Tu l'as fait, et c'était incroyablement courageux. Mais Emma, tu n'as plus besoin d'être courageuse seule. Comme pour ponctuer ses paroles, Tyler bougea dans son berceau et poussa un doux soupir satisfait avant de se rendormir, le son d'un bébé qui se sentait en sécurité et aimé. Pour la première fois depuis son arrivée chez les Henderson, Emma s'appuya très légèrement contre le bras de Robert, s'autorisant à accepter le réconfort qu'on lui offrait. Dehors, les nuages d'orage commencèrent à se dissiper, révélant une seule étoile brillante dans le ciel nocturne. L'appel arriva à minuit. La voix de Caroline était tendue alors qu'elle parlait à Olivia Henderson à voix basse. Emma, qui avait développé un sixième sens pour les ennuis, était déjà réveillée et écoutait depuis le couloir. Ils ont retrouvé Margaret errant en ville en chemise de nuit, expliqua Caroline. Elle cherchait son bébé, Lily, et est devenue très agitée lorsqu'elle ne l'a pas trouvé. Elle est à l'hôpital de Maplewood maintenant. Emma retourna dans sa chambre avant qu'Olivia n'ait fini l'appel, faisant semblant de dormir quand la femme est venue la vérifier. Mais le matin, Emma était habillée et attendait près de la porte d'entrée, son carnet emballé. « Nous devons voir grand-mère », déclara-t-elle simplement quand Olivia apparut. Olivia s'agenouilla au niveau d'Emma. « Comment as-tu su pour ta grand-mère » Le plancher grince près du téléphone, expliqua Emma d'un ton neutre. « Et vous et M. Henderson chuchotier à propos des hôpitaux et de la confusion. Olivia sourit tristement. « Tu ne rates pas grand-chose, n'est-ce pas ?» À l'hôpital, ils trouvèrent Margaret dans une chambre individuelle, semblant petite contre les draps blancs. Le docteur Reynolds examinait son dossier. Emma, le visage de Margaret s'éclaira. « Te voilà, ma fille intelligente. J'étais si inquiète. »« Je vais bien, grand-mère, » la rassura Emma, grimpant prudemment sur le bord du lit. Tyler aussi. Il peut presque se retourner maintenant. Margaret rayonna, puis son expression se troubla de confusion. Lily devrait voir ça. Où est Lily? Est-elle allée au magasin? Emma échangea des regards avec le docteur Reynolds. Maman va toujours mieux, tu te souviens? Mais l'officier Turner l'a retrouvée. Elle va très bien. Les yeux de Margaret s'éclaircirent momentanément. Oh, oui. À l'endroit de Sunrise. Elle répare ses morceaux brisés. Elle se pencha soudain, sa voix baissant en un murmure. Emma, il y a quelque chose dans ma boîte à bijoux. Quelque chose d'important. Une lettre que Lily a écrite avant Tyler. Elle m'a fait promettre de ne la montrer à personne, mais je pense que tu devrais la voir maintenant. Caroline, qui venait d'arriver, entendit cet échange. Madame Carter, serait-il possible que j'aille chez vous et que je rapporte cette lettre pour Emma? Margaret hocha la tête, puis devint soudain agitée. Mais ne dites à personne pour l'argent. Lily l'a économisé dans la théière bleue pour son retour. Cette nouvelle information envoya Caroline et Jacques à la maison bleue de Maple Street. Dans la chambre de Margaret, ils trouvèrent la boîte à bijoux, un récipient en bois sculpté qui avait connu des jours meilleurs. À l'intérieur, sous un enchevêtrement de bijoux fantaisie, se trouvait une enveloppe simplement adressée, pour après mon départ. Devrions-nous l'ouvrir? Demanda Jacques, tournant l'enveloppe scellée dans ses mains. Elle est adressée à Margaret, pas à nous, dit Caroline à contre-cœur. Légalement? Mais si elle contient des informations pertinentes pour le bien-être des enfants, argua Jacques, nous avons la responsabilité de savoir. Leur dilemme fut interrompu par une découverte dans la cuisine, la théière bleue que Margaret avait mentionnée, cachée derrière des boîtes de farine et de sucre. À l'intérieur se trouvaient des billets soigneusement pliés totalisant un peu plus de $2000,
ainsi qu'une petite carte écrite de la main de Lily, pour un nouveau départ, avec tout mon amour. De retour à l'hôpital, ils montrèrent à Margaret l'argent de la théière. Lily envoyait un peu chaque mois, expliqua Margaret lors d'un moment de lucidité, pour l'avenir des enfants. Je ne l'ai pas dépensé, même quand c'était difficile. C'était sa promesse qu'elle reviendrait. Madame Carter, demanda Caroline doucement. La lettre dans votre boîte à bijoux. C'était l'explication de Lily pour son départ? Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. Elle se noyait ici. Après l'arrivée de Tyler, elle ne pouvait plus faire face. Elle a écrit qu'elle avait deux choix, rester et s'enfoncer davantage, ou partir et obtenir l'aide dont elle avait besoin pour être une mère digne de ce nom. Margaret regarda directement Emma. Elle a choisi le chemin le plus difficile, ma chérie, celui qui a fait plus mal au début mais qui offrait de l'espoir. Finalement, Emma s'assit très immobile, absorbant cela. Elle ne nous a pas simplement laissés. Elle est partie pour s'améliorer pour nous. Elle a appelé ça son plus grand acte d'amour, dit Margaret doucement. Vous aimez assez pour se réparer elle-même d'abord. Ce soir-là, de retour chez les Henderson, Emma apporta un changement significatif à sa routine du coucher. Au lieu de garder son médaillon en forme d'étoile autour de son cou comme elle l'avait fait chaque nuit depuis leur arrivée, elle le pendit soigneusement au coin du berceau de Tyler. « Maman va mieux pour nous », murmura-t-elle à son frère endormi. « Et nous sommes en sécurité jusqu'à ce qu'elle revienne. » Depuis l'embrasure de la porte, où elle était venue dire bonne nuit, Olivia observa cette petite cérémonie avec la gorge serrée. Pour la première fois depuis son arrivée, Emma commençait à relâcher sa prise sur la vigilance constante qui avait défini sa jeune vie. Plus tard, dans son carnet, Emma fit un nouveau dessin, la maison bleue, la maison jaune, et un troisième bâtiment sur une colline avec un soleil se levant derrière. En dessous, elle écrivit de sa propre écriture soignée, « L'histoire de notre famille n'est pas encore terminée. » La salle de conférence du département des services à l'enfance semblait délibérément impersonnelle, mur beige, éclairage fluorescent et une grande table ovale où l'avenir d'Emma serait décidé par des inconnus en tenue professionnelle. Emma elle-même était assise sur une chaise dans le couloir, les jambes ballantes, travaillant sur les problèmes de mathématiques que mademoiselle Miller lui avait apportés. Par la porte entr'ouverte, elle entendait des fragments de conversation d'adultes. Le dossier numéro 372B démontre des schémas classiques d'instabilité familiale. Le nourrisson a d'excellentes perspectives d'adoption, tandis que la fillette de 6 ans. Le protocole standard suggère des placements séparés pour maximiser. Le crayon d'Emma s'arrêta. Placement séparé? Elle se rapprocha de la porte, le cœur battant. À l'intérieur, Caroline défiait sa superviseure, Harriet Winters. Ses frères et sœurs ont un lien fort, insista Caroline. Emma a essentiellement été la principale soignante de Tyler. Ce qui est précisément le problème, riposta Harriet, tapotant un dossier avec un ongle manucuré. La fillette doit être une enfant, pas une gardienne. Et le bébé mérite une famille permanente. Nos statistiques montrent que les frères et sœurs avec un écart d'âge de plus de 5 ans ont des besoins de placement différents. Ce ne sont pas des statistiques, dit fermement Caroline. Ce sont Emma et Tyler Carter. Le docteur Reynolds, invité à donner une perspective médicale, ajouta, la façon dont Emma interagit avec Tyler montre un lien qu'il serait traumatisant de briser. Harriet soupira. Je comprends vos inquiétudes, mais nous devons être pratiques. Le système de placement familial est débordé. Les Henderson ne sont certifiés que pour un placement d'urgence temporaire. Le bébé pourrait être adopté immédiatement pendant que nous trouvons des soins à long terme appropriés pour la fillette. Emma ne put supporter d'en entendre davantage. Elle recula de la porte, heurtant Jacques Turner, qui était arrivé pour la réunion. « Ils veulent emmener Tyler », murmura-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Jacques s'agenouilla à son niveau. « Pas si je peux l'empêcher, promit-il. » Dans la salle de conférence, il fit une annonce inattendue. « J'ai été en contact avec Lily Carter. Elle a terminé son programme de réhabilitation et est en logement de transition. Elle demande une évaluation de réunification familiale. » La pièce devint silencieuse. Cette nouvelle information changeait tout. Même ainsi, dit enfin Harriet, le processus prend des mois. En attendant, interrompit Jacques. Ces enfants méritent de rester ensemble avec un contact régulier avec leur grand-mère et leur mère.
Pendant que les adultes débattaient, Emma retourna à sa chaise dans le couloir. Serrant son carnet, elle l'ouvrit à une nouvelle page et commença à écrire avec des traits déterminés. « Cher juge Parker, je m'appelle Emma Carter. J'ai 6 ans. Tyler est mon frère. Je promets de le garder en sécurité jusqu'à ce que maman rentre. S'il vous plaît, ne nous séparez pas. Nous sommes des étoiles dans la même constellation. Sincèrement, Emma. » Lorsque Caroline sortit de la réunion, l'air las, Emma lui tendit la note pliée. « C'est pour le juge, dit-elle simplement. Pour quand il décidera de nous. » Caroline prit la note, reconnaissant dans le regard stable d'Emma le même amour féroce qui l'avait poussé à travers une tempête pour sauver la vie de son frère. « Je ferai en sorte qu'il l'ait, promit-elle. Le poids de l'incertitude planait sur la maison Henderson dans les jours qui suivirent la réunion du département. Emma devint plus silencieuse, plus vigilante, vérifiant Tyler avec une fréquence croissante. Un soir, alors qu'Olivia préparait le dîner, elle réalisa qu'Emma n'était pas descendue de sa chambre depuis plus d'1 heure, ce qui était inhabituel pour la jeune fille qui laissait rarement Tyler hors de sa vue. Quand elle alla vérifier, elle trouva la chambre vide. Le berceau de Tyler était vacant. La panique envahit la maison. Robert appela Caroline tandis qu'Olivia fouillait chaque pièce. Il n'y avait aucun signe d'entrée forcée, juste une fenêtre partiellement ouverte dans la chambre d'Emma, et la réalisation que le carnet d'Emma et la couverture préférée de Tyler avaient disparu. « Elle l'a emmené », murmura Olivia, horrifiée. Elle a entendu parler des plans de séparation et elle a fui. La nuit tombait alors qu'une équipe de recherche se formait. Voisins, policiers et volontaires sillonnaient les rues de Maplewood avec des lampes de poche. Jack Turner, cependant, se dirigea directement vers la maison bleue de Maple Street. Là, dans l'obscurité grandissante, il trouva la porte arrière déverrouillée. Suivant son instinct, il monta les escaliers jusqu'à l'ancienne chambre d'Emma. Personne n'était visible, mais un petit son, à peine perceptible, venait de sous le lit. Jack s'agenouilla et scruta l'ombre. 2 yeux le reflétèrent. Et là se trouvait Emma, recroquevillée protectrice autour de Tyler, qui dormait paisiblement enveloppé dans sa couverture. « Je ne les laisserai pas nous séparer », murmura Emma farouchement. « Je lui ai promis. »« Emma, » dit Jack doucement. « Tout le monde est mort d'inquiétude pour vous deux. »« Ils veulent donner Tyler, » répondit Emma, les larmes brisant enfin son sang-froid. « Ils ont dit qu'il avait d'excellentes perspectives d'adoption, mais je suis trop vieille. Ils vont briser notre constellation. » Jack s'assit en tailleur sur le sol, ne faisant aucun mouvement pour atteindre sous le lit. « Quand j'étais un peu plus âgé que toi, » dit-il doucement, « mon frère et moi avons été séparés en foyer d'accueil. Je ne l'ai plus jamais revu. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Jamais ? Je l'ai cherché quand j'ai grandi. C'est en partie pourquoi je suis devenu policier. » Jack retroussa sa manche, révélant une petite tache de naissance en forme d'étoile. « Nous avions des marques assorties. Je pensais que cela signifiait que nous nous retrouverions toujours. » Emma tendit lentement la main, touchant la marque de doigt doux. « Comme nos médaillons. »« Comme vos médaillons, » acquiesça Jack. « Emma, je ne peux pas promettre ce qui va arriver, mais je peux promettre ceci, je me battrai de toutes mes forces pour vous garder toi et Tyler ensemble. » Pendant un long moment, Emma étudia son visage, cherchant la vérité dans ses yeux. Puis, avec une grande réticence, elle commença à avancer, tenant toujours Tyler en sécurité alors qu'il sortait de sous le lit. Le faisceau d'une lampe de poche les éclaira. Robert Henderson se tenait dans l'embrasure de la porte, le soulagement inondant son visage. « Dieu merci », souffla-t-il, puis parla dans son téléphone, « Olivia, Jack les a trouvés. Ils sont en sécurité. » Plus tard cette nuit-là, de retour à la maison Henderson, Emma était assise à la table de la cuisine, enveloppée dans une couverture, une tasse de chocolat chaud devant elle. Tyler dormait paisiblement à l'étage, vérifié toutes les quelques minutes par Olivia. « Je devais le protéger », dit simplement Emma, la voix rauque d'avoir pleuré. « C'est mon travail. » Robert s'assit à côté d'elle, son visage bienveillant sérieux. « Emma, aimer Tyler est ton travail. Le protéger est le travail des adultes. Le mien, celui d'Olivia, de Caroline, de Jack, même celui de ta maman à sa manière. » Emma leva les yeux, son petit visage marqué d'une lassitude qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Mais et si les adultes se trompent ?» Robert n'eut pas de réponse facile,
juste la vérité. Parfois, nous le faisons, mais Emma. S'enfuir n'est pas la solution. Nous résolvons les problèmes en les affrontant ensemble. Comment? Demanda Emma, le seul mot contenant tout son doute. En faisant confiance aux gens qui se battent pour toi, dit Robert. Et en étant assez brave pour nous laisser t'aider. Emma réfléchit, tournant lentement sa tasse entre ses mains. Je ne sais pas si je peux, admit-elle finalement. Je sais, dit Robert doucement. Mais peut-être peux-tu essayer. Juste un petit peu à la fois. Dans sa chambre plus tard, Emma ouvrit son carnet à une nouvelle page. Au lieu de ses observations et plans détaillés habituels, elle écrivit une seule phrase, peut-être que nous n'avons plus besoin d'être seuls. L'appel qui changea tout arriva un mardi matin. Caroline arriva à la maison Henderson avec une nouvelle qui illumina son visage. Lily Brooks a été autorisée pour des visites supervisées. Elle a terminé son programme et est stable depuis des mois. Emma se figea, sa cuillère suspendue au-dessus de son bol de céréales. Maman vient ici ce samedi, confirma Caroline. Si tu es prête. Les émotions d'Emma se livrèrent bataille sur son visage, espoir, excitation, peur, incertitude. Et si elle est différente? Murmura-t-elle. Et si elle n'aime pas qui je suis maintenant? Olivia serra doucement l'épaule d'Emma. Elle t'aimera exactement comme tu es. Le samedi arriva avec une lenteur agonisante. Emma changea de tenue 3 fois, se décidant finalement pour une robe bleue que Margaret lui avait donnée. Elle brossa les cheveux de Tyler à plusieurs reprises jusqu'à ce que Robert lui retire doucement la brosse. Il est parfait, l'assura-t-il. Quand la sonnette retentit, Emma resta figée, soudainement terrifiée. Olivia lui apporta Tyler, le plaçant dans ses bras comme une ancre. Et puis Lily fut là, plus mince que dans les souvenirs d'Emma, avec de nouvelles rides autour des yeux, mais son sourire était le même. Autour de son cou pendait un médaillon en forme d'étoile, identique à celui d'Emma. Mon étoile filante, souffla Lily, s'agenouillant au niveau d'Emma. Et ma petite comète. Emma resta parfaitement immobile, des émotions trop grandes pour son petit corps. Je t'ai apporté quelque chose, dit Lily doucement, ouvrant sa paume pour révéler une petite pierre polie, la pièce maîtresse manquante du médaillon d'étoile d'Emma. Je l'ai gardée en sécurité jusqu'à ce que je sois digne de revenir vers toi. Emma regarda de la pierre au visage de sa mère, cherchant la vérité. Ce qu'elle trouva dut la satisfaire, car elle fit un petit pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle et Tyler soient assez proches pour que Lily les enveloppe tous deux dans une douce étreinte. J'ai réparé mes morceaux brisés, murmura Lily. Pour toi, pour nous. Je sais, répondit Emma. J'ai gardé notre constellation ensemble. Dans l'embrasure de la porte, Caroline regarda avec les larmes aux yeux 3 étoiles, séparées depuis trop longtemps, commencer le délicat processus de réalignement. Au cours des semaines suivantes, un nouveau rythme s'installa. Lily rendait visite 3 fois par semaine, chaque séance étant une danse délicate de reconstruction de la confiance. Elle arrivait avec de petits trésors, une pomme de pin pour la collection d'Emma, un hochet doux pour Tyler, des histoires de son travail au café du centre Sunrise. Lors d'une visite, Lily et Emma étaient assises côte à côte sur la balançoire du porche des Henderson, observant les papillons visiter le jardin. Mademoiselle Miller dit que je peux passer en 2e année l'année prochaine, mentionna Emma prudemment, testant si sa mère serait intéressée par ses réussites. Le visage de Lily s'éclaira. C'est incroyable, ma chérie. Tu as toujours été si intelligente. Grand-mère m'a aidé à lire, dit Emma, les jours où elle allait bien. Comment va-t-elle au centre de soins pour la mémoire? Mieux avec le nouveau médicament. Elle se souvient de la plupart des choses maintenant, mais elle est parfois confuse par le temps. Emma hésita. Elle garde ta chambre exactement comme elle était. Les yeux de Lily s'embuèrent. Maman a toujours cru que je reviendrais, même quand je n'y croyais pas moi-même. La conversation s'interrompit alors que Robert apportait de la limonade sur le porche. Emma remarqua avec quelle prudence il déposa le plateau et se retira, leur accordant de l'intimité tout en respectant les exigences de supervision. Les Henderson sont gentils, observa Emma, regardant Robert retourner à son jardinage. Oui, acquiesça Lily. Je leur suis reconnaissante d'avoir si bien pris soin de vous deux. Emma tordit le tissu de sa jupe. Mais on ne restera pas ici pour toujours, n'est-ce pas? La question resta en suspens entre elles,
l'avenir encore incertain, dépendant des évaluations et des décisions judiciaires. Je travaille dur pour te ramener à la maison, dit Lily fermement. J'ai un entretien d'embauche à la boulangerie Maplewood la semaine prochaine. Caroline m'aide à trouver un appartement qui serait approuvé pour la réunification familiale. Avec de la place pour que grand-mère puisse venir ? Demanda Emma. Absolument, l'assura Lily. Notre constellation a besoin de toutes ces étoiles. De l'autre côté de la cour, Olivia regardait la mère et la fille parler, leurs profils assortis se dessinant contre le soleil de l'après-midi. La vue apportait à la fois de la joie et une douleur douce amère. Elle avait appris à aimer ses enfants, mais elle comprenait que son rôle était temporaire, un havre de paix pendant leur tempête. Plus tard, alors que Lily s'apprêtait à partir, elle hésita à la porte. « Je sais que je t'ai fait du mal, Emma. Je suis partie quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne peux pas annuler cela, mais je promets que je fais tout mon possible pour être digne d'être ta mère à nouveau. » Emma considéra cela avec son sérieux caractéristique. Puis elle fouilla dans sa poche et en sortit son médaillon en forme d'étoile, maintenant complet avec la pierre centrale que Lily lui avait rendue. « Les étoiles peuvent parfois se perdre, dit-elle doucement. Mais elles retrouvent leur chemin. » Alors que Lily s'éloignait en voiture, Caroline, qui avait supervisé la visite, prit des notes dans son dossier d'évaluation. Sous « Interaction parent-enfant », elle écrivit « Affection naturelle en développement. » Enfant faisant preuve d'un optimisme prudent. Mère démontre un engagement sincère envers la réunification. Ce soir-là, Emma ajouta un nouveau dessin à son carnet, la maison bleue, la maison jaune, et un troisième bâtiment sur une colline avec un soleil se levant derrière. En dessous, elle écrivit de sa propre écriture soignée, « L'histoire de notre famille n'est pas encore terminée. Les progrès suivent rarement une ligne droite. » Cette vérité devint douloureusement claire à mesure que les revers s'accumulaient, mettant à l'épreuve la détermination de chacun. Tout d'abord, la nouvelle que la demande d'appartement de Lily avait été rejetée. Le propriétaire avait effectué une vérification des antécédents et avait trouvé son histoire préoccupante. Puis le poste à la boulangerie Maplewood fut annulé quand ils apprirent qu'elle avait été en réhabilitation. Comment suis-je censé reconstruire ma vie si personne ne me donne une chance ? Demanda Lily à Caroline lors d'une séance de conseil d'urgence, sa voix brisée par la frustration. À l'hôpital, le docteur Reynolds faisait face à sa propre bataille. Le conseil remettait en question le financement de son programme de soutien familial proposé, le qualifiant d'utilisation inefficace des ressources. Ces interventions pourraient éviter d'innombrables visites aux urgences, a-t-elle fait valoir avec passion. Elles pourraient maintenir des familles comme les Carter ensemble. Le revers le plus douloureux survint lors de la première visite supervisée de Margaret avec eux tous ensemble. Elle se portait bien au centre de soins pour la mémoire, mais l'excitation submergea ses réserves cognitives. Au milieu du déjeuner, elle regarda Lily avec confusion. « Qui êtes-vous encore, ma chère ? Êtes-vous la maîtresse d'Emma ?» La blessure qui traversa le visage de Lily se refléta dans les yeux d'Emma. Tyler, sentant la tension, commença à s'agiter. Plus tard ce soir-là, Emma était assise à la table de la salle à manger des Henderson, entourée de crayons de couleur et de papier de construction. Avec une détermination concentrée, elle créait quelque chose qu'elle appelait un « livre des souvenirs » pour Margaret. Il y a des photos de tout le monde avec leur nom, expliqua-t-elle à Olivia. Et des histoires sur notre famille pour que grand-mère puisse les lire quand elle est confuse. Olivia regarda avec étonnement Emma organiser méthodiquement des photos, des dessins et des textes simples. C'est une merveilleuse idée, Emma. Quelqu'un te l'a suggéré ? Emma secoua la tête. J'ai juste pensé que peut-être le papier se souvient quand les gens ne peuvent pas. Le lendemain apporta un autre défi. Caroline reçut un avis que la date d'audience du tribunal de la famille avait été reportée en raison d'un arriéré de dossier, ajoutant des semaines d'incertitude à leur attente. Quand elle annonça cette nouvelle à Lily, le visage de la jeune mère s'affaissa, mais elle redressa les épaules. Alors nous utilisons ce temps pour nous préparer encore plus, dit-elle avec détermination. Ce week-end-là, un allié inattendu émergea. M. Peterson, le voisin qui avait observé de loin si longtemps, apparut à une réunion du conseil municipal où le docteur Reynolds défendait son programme. J'ai vu une fillette de 6 ans porter son petit frère à travers une tempête parce qu'aucun de nous, adultes, n'a agi, dit-il, son visage buriné rougi par l'émotion. Je ne ferai plus cette erreur. Il se tourna vers Lily,
qui était assise nerveusement au dernier rang. Madame Brox, j'ai besoin d'aide dans ma quincaillerie. Le poste est à vous si vous le voulez. La salle du conseil bourdonna de murmures. Harriet Winters fronça les sourcils désapprobatrices, mais beaucoup d'autres acquiescèrent en signe de soutien. Le même après-midi, Madame Miller organisa une exposition spéciale à l'école primaire de Maplewood, affichant les œuvres d'art et les histoires d'Emma. Constellation, le voyage d'une famille, lisait la simple bannière au-dessus de ses dessins de la maison bleue, de la maison jaune et d'oiseaux en vol. Les visiteurs parcoururent l'exposition avec une compréhension croissante, voyant à travers les yeux d'un enfant le chemin de la séparation et de la réunion espérée. Un dessin en particulier attira l'attention de tous. Emma avait représenté la ville de Maplewood comme un ciel nocturne avec chaque personne aidante représentée par une étoile, créant une constellation protectrice autour de sa famille. L'exposition culmina par une réunion communautaire sur le soutien aux familles en crise. À la surprise générale, Emma elle-même demanda à prendre la parole. Se tenant devant l'assemblée, sa voix trembla d'abord mais devint plus forte à chaque mot. « Les étoiles ne sont pas censées être seules, dit-elle simplement. Elles forment des constellations ensemble. Ma famille s'est perdue dans le noir, mais nous avons trouvé des étoiles pour nous aider, des médecins et des enseignants et des policiers et des voisins. Maintenant, nous retrouvons notre chemin les uns vers les autres. » Ces mots, prononcés sans apitoiement ni accusation, émurent beaucoup de personnes aux larmes, plus important encore, à l'action. À la fin de la réunion, des bénévoles s'étaient inscrits pour soutenir le programme du Dr Reynolds, offrir des opportunités d'emploi aux parents en rémission et créer un réseau d'intervention communautaire pour les familles en crise. Alors qu'Emma quittait le podium, elle aperçut Lily au fond de la pièce, droite et fière, les larmes coulant sur son visage. Leurs regards se rencontrèrent dans une parfaite compréhension. Cette nuit marqua un tournant, non seulement pour leur famille, mais pour Maplewood elle-même. Plus tard, Caroline ajouta une note cruciale à son dossier, réseau de soutien communautaire établi, pronostic amélioré pour une réunification familiale réussie. Le tribunal de la famille semblait différent cette fois, moins intimidant d'une certaine manière. Peut-être étaient-ce les visages familiers qui remplissaient la salle, les Henderson, le Dr Reynolds, Madame Miller, M. Peterson, et de nombreux habitants de la ville qui avaient signé la pétition de soutien communautaire. Emma était assise entre Caroline et Lily, son carnet ouvert sur ses genoux. Tyler, maintenant capable de s'asseoir et de babiller joyeusement, était diverti par Robert Henderson dans la rangée derrière eux. Le juge Parker entra, ses yeux bienveillants parcourant la salle bondée avec surprise. « Je vois que la famille Carter Brox a un système de soutien impressionnant, observa-t-il. » L'audience commença par des présentations formelles. Caroline soumit son rapport détaillé, y compris la documentation de l'emploi stable de Lily chez Peterson & Hardware, sa présence constante aux cours parentaux et les tests de dépistage de drogue négative des 9 derniers mois. Vint ensuite la partie difficile. Harriet Winters, représentant la position officielle du département, contre-interrogea Lily avec un scepticisme à peine dissimulé. « Madame Brox, comment ce tribunal peut-il s'assurer que vous n'abandonnerez plus vos enfants lorsque les choses deviendront difficiles ?» demanda-t-elle d'un ton pointu. La salle se tendit. La main d'Emma se glissa dans celle de sa mère. Lily prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas changer le passé, » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants en toute sécurité. J'ai choisi d'obtenir de l'aide au lieu de rester et de causer plus de tort. » Elle serra doucement la main d'Emma. « J'ai appris que fuir ne résout pas les problèmes. Seul le fait de les affronter le fait. Je suis prête à affronter tout ce qui vient avec mes enfants à mes côtés. » Le juge Parker hocha la tête pensivement, puis se tourna vers le rapport sur l'état de Margaret. Le médecin du centre de soins pour la mémoire expliqua que bien que les problèmes cognitifs de Margaret soient permanents, son nouveau régime médicamenteux avait considérablement stabilisé son état. Elle n'est plus en mesure d'être une gardienne principale, conclut le médecin, mais elle peut certainement être une grand-mère aimante avec un soutien approprié. Alors que les témoignages techniques se poursuivaient, Emma devint agitée. Finalement, elle leva la main, surprenant tout le monde. « Votre honneur, dit-elle poliment lorsque le juge la reconnut. Puis-je dire quelque chose ? Le juge Parker sourit. C'est inhabituel, mais étant donné les circonstances, oui, Emma, vous pouvez parler. Emma se leva, serrant son carnet pour se donner du courage.
J'ai tout noté, commença-t-elle, brandissant le livre usé. La première dent de Tyler est sortie la semaine dernière. Grand-mère se souvient la plupart du temps quelle pilule prendre. Maman n'a manqué aucune visite, même quand il neigeait. Elle tourna une page dans son carnet. Avant, je pensais que je devais m'occuper de tout le monde toute seule, mais j'ai appris que les gens peuvent changer et grandir. Comme Madame Miller dit que les plantes ont besoin des bonnes conditions pour s'épanouir. Sa voix claire porta dans la salle silencieuse. Ma maman est partie pour se réparer afin de revenir plus forte. Ma grand-mère apprend à vivre avec ses jours de confusion, et j'apprends que parfois c'est bien d'être juste une enfant. Elle regarda directement le juge Parker. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous appartenons les uns aux autres. Nous sommes des étoiles dans la même constellation. Il n'y eut pas un œil sec dans la salle d'audience alors qu'Emma retournait à sa place. Même Harriet Winters parut émue, son détachement professionnel momentanément ébranlé. Margaret, ayant une journée remarquablement claire, prit la parole ensuite. Je n'avais pas vu à quel point ma fille luttait, admit-elle. Et puis je n'ai pas pu admettre à quel point nous avions besoin d'aide. La fierté est une chose dangereuse quand le bien-être des enfants est en jeu. Elle regarda Emma avec des yeux aimants. Je sais que je ne peux plus être leur gardienne principale, mais je peux être leur grand-mère. Je peux faire partie de leur système de soutien. Les témoignages se poursuivirent. Jacques Turner décrivant son enquête. Le docteur Reynolds expliquant les aspects médicaux du rétablissement. Les Henderson louant la résilience d'Emma et Tyler. Le plan de soutien communautaire fut présenté, détaillant comment des bénévoles assureraient le transport, l'aide à la garde d'enfants et des visites régulières. Juste au moment où il semblait que l'audience se terminait, le juge Parker fit quelque chose d'inattendu. Il quitta le banc et se dirigea vers Emma, s'agenouillant pour se mettre à son niveau. « Emma, dit-il doucement. Tu t'es occupée de tout le monde pendant très longtemps, mais la question la plus importante aujourd'hui est, qu'est-ce que tu penses être le mieux pour toi et ton frère ?» Alors qu'Emma réfléchissait à sa réponse, son médaillon en forme d'étoile glissa de son cou, la chaîne se brisant. Le pendentif argenté tomba au sol avec un léger tintement, roulant sur le bois poli jusqu'à s'arrêter directement au pied du juge. Le tribunal se tut alors que le juge Parker ramassait soigneusement l'étoile, examinant la pièce maîtresse nouvellement restaurée que Lily avait rendue. Le moment fut lourd de sens, comme si la petite constellation d'argent tenait leur avenir entre ses pointes. « Votre honneur, dit enfin Emma, sa voix claire dans la pièce silencieuse. Nous voulons juste être à la maison ensemble. » Le juge Parker hocha la tête solennellement, rendant le médaillon à la petite main d'Emma. « Je crois, dit-il, se levant, que nous avons entendu tout ce dont nous avons besoin pour prendre notre décision. » Alors qu'il retournait au banc, la tension dans la salle était palpable. Emma serra fortement le médaillon cassé, son autre main fermement dans celle de sa mère. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble, en famille, en constellation. Le silence remplit la salle d'audience alors que le juge Parker relisait ses notes une dernière fois. Emma était assise immobile, le médaillon cassé blotti dans sa paume comme une étoile tombée. Au cours de mes années à la barre, commença le juge. J'ai vu de nombreuses familles déchirées par des circonstances indépendantes de leur volonté. Ce qui est rare, c'est de voir une famille se battre si fort pour se reconstituer, et une communauté se mobiliser pour les soutenir. Il regarda directement Emma. « Jeune fille, tu as fait preuve d'un courage extraordinaire en prenant soin de ton frère et de ta grand-mère, mais maintenant il est temps pour toi de redevenir une enfant. » Son regard se porta sur Lily. « Madame Brox, votre engagement envers votre rétablissement et vos enfants est louable. La parentalité n'est jamais facile, mais vous avez prouvé votre dévouement à ce chemin. » Le juge Parker rangea ses papiers. Le tribunal estime que Tyler et Emma Carter devraient être réunis avec leur mère, Lily Brox, dans le cadre d'un plan de transition structuré. Les enfants passeront de plus en plus de temps dans le nouvel appartement de Madame Brox, la réunification complète devant être achevée dans les 60 jours. Emma retint son souffle alors que le juge continuait. De plus, Margaret Carter conservera des droits de visite réguliers, avec l'aide des services de soutien communautaire pour le transport et la supervision. Les Henderson serviront de soignants de secours en cas de problème. Il frappa doucement son marteau. Ce tribunal reconnaît que les familles ne sont pas faites de perfection, mais d'amour, d'engagement et de croissance. Parfois, les constellations les plus fortes sont celles qui ont été brisées et soigneusement réassemblées. 3 mois plus tard,
la maison bleue de Maple Street bourdonnait d'activité. Une nouvelle peinture éclaircissait son extérieur patiné, et le jardin de Marguerite s'était étendu sur toute la pelouse avant. À l'intérieur, Emma aidait Margaret à organiser des photographies dans son livre des souvenirs, pendant que Lily nourrissait Tyler dans sa chaise haute. Les médaillons en forme d'étoile, celui d'Emma maintenant réparé avec une nouvelle chaîne, pendaient côte à côte sur un petit crochet près de la porte, n'étant plus nécessaire comme rappel constant d'une promesse brisée. Les vraies étoiles étaient ici, ensemble sous un même toit. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur Maplewood, la famille Carter-Brox se rassembla sur leur balançoire de porche. Margaret raconta des histoires de l'enfance de Lily, sa mémoire plus forte lorsqu'elle se tournait vers le passé lointain. Lily berçait doucement Tyler, qui balbutiait maintenant ses premières tentatives de mots. Et Emma, ne portant plus le poids du monde sur ses petites épaules, s'appuya simplement contre sa mère, regardant les lucioles apparaître dans l'obscurité grandissante. « Regardez », Emma montra la première étoile du soir. « Notre constellation. »« Notre constellation », répéta Lily, embrassant le haut de la tête de sa fille. Enfin complète. Alors que l'obscurité tombait complètement, les lumières de Maplewood scintillaient en dessous d'eux, une communauté à jamais changée par le courage et la détermination d'une petite fille. Et bien au-dessus, les étoiles apparurent une par une, chacune un rappel que même dans la nuit la plus sombre, nous ne sommes jamais vraiment seuls.